Calme relatif à Beyrouth, les toutes premières images de l'affaire trouvées dans ce journal. Valéry Giscard d'Estaing de retour du Brésil, le cessez-le-feu c'est bien, mais il faut une solution de fond. Dominique Marais, la fièvre du samedi soir de Champigny à Saint-Mandé, un Travolta à la française. La comtesse de Paris, un mari, 11 enfants, une femme presque comme les autres. Bonsoir. Depuis 24 heures, le calme est revenu à Beyrouth. Après 9 jours de bombardements intensifs, les habitants du quartier chrétien ont pu pour la première fois dormir tranquillement et dans la journée, aujourd'hui, sortir de leurs cachettes, des caves de leurs immeubles pour soigner les blessés et se ravitailler, surtout en eau potable. Or, il y a bien eu encore un ou deux obus et quelques coups de feu venant de francs-tireurs. Mais dans l'ensemble, le cessez-le-feu décrété hier soir par le président syrien Hafez el-Assad et le président libanais Elias Sarkis a été respecté. Cessez-le-feu décidé à Damas, mieux entendu, plus efficace que celui réclamé par le Conseil de sécurité des Nations Unies et pour cause. La force arabe de dissuasion, on le sait, est composée en grande majorité de soldats syriens. Profitant de cette accalmie, la Croix-Rouge est intervenue au Liban, à Beyrouth, pour faire soigner les blessés et pour distribuer des médicaments et du lait en poudre pour les enfants en bas âge. Depuis hier soir, dans le quartier chrétien de Beyrouth, la vie revient doucement. Nos envoyés spéciaux Daniel Bilalian et Christian Hiroux ont été les témoins ce matin même de scènes bouleversantes. Et ils ont réussi, ils sont pratiquement les seuls, les soldats syriens ont empêché les autres journalistes d'expédier leurs photos et leurs films. Ils ont réussi à nous faire parvenir leur reportage, le quartier chrétien de Beyrouth qui renaît doucement. De part et d'autre de cette rue, Syriens et phalangistes s'observent l'arme au pied, pour la première fois ce matin depuis une semaine. Ces immeubles, à l'image de centaines d'autres, sont presque complètement détruits. C'est votre appartement ici? Oui. Et il ne reste plus rien là. Oh, absolument rien, je me demande. Vous êtes juste en face des premières lignes syriennes ici? Oui, ils sont juste dans l'immeuble d'en face. Ils habitent juste en face. Et toute la semaine, alors vous étiez où vous? Moi, j'étais un peu partout, quoi. Je passais pour voir mes enfants, pour mes parents, pour voir ce qui se passe chez les amis, pour aider les gens, parce que... Quelle est votre première impression ce matin, là, maintenant? Ce matin, on dit tout simplement merci aux Syriens, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. Est-ce que vous arrivez maintenant à réfléchir, maintenant que le combat est arrêté? Ah, je ne sais pas s'ils veulent l'arrêter. Mais à réfléchir à quoi? Qu'est-ce qui reste pour réfléchir? Si vous voyez combien de morts il y a, des innocents. Cet immeuble, par exemple. Pas un seul coup n'est sorti de cet immeuble. Il n'y a rien. Ils savent que nous sommes des gens ici paisibles. Pourquoi cette destruction? Est-ce que vous allez partir maintenant ou vous allez rester? Quitter ce pays? Vous rigolez après tout cela? On va le reconstruire. Au milieu des gravats, des trous de bombes, les chrétiens de Beyrouth sont sortis ce matin de leur cave pour renaître à la vie. Ce jeune homme, qui pleure, est un combattant qui vient d'apprendre que sa mère est morte pendant les combats. La première préoccupation de cette femme a été de venir prier dans ce qui fut son église. Dans la rue, devant les magasins, tout le monde s'interpelle. Des voisins ne s'étaient pas vus depuis une semaine. Ils regardent pour la première fois ce matin ce que les Syriens ont fait de leur quartier. Personne ne semble vouloir partir. Et pourtant, c'est précisément dans ce quartier de la quarantaine, comme on l'appelle, que les combats ont été les plus durs pour essayer de desserrer l'encerclement des troupes syriennes. Enfin, voici l'un de ces deux fameux ponts qui, toute cette semaine, ont été l'enjeu de combat entre les phalangistes et les forces syriennes. C'est par ce pont et par l'autre qui se trouve là un petit peu plus au loin que les phalangistes voulaient sortir, se désenclaver pour pouvoir communiquer avec la montagne où se trouve le reste de leurs forces. Aujourd'hui, sur ce pont, les voitures recommencent à circuler, mais tout le monde reste sur ses positions. Et l'on entend encore quelques coups de feu sporadiques dans le lointain. Voilà donc l'endroit
où cette semaine, des centaines et des centaines de phalangistes et de Syriens se sont entretués à l'arme lourde. Et aujourd'hui, la vie a presque repris sa place normale, mais pour combien de temps? Hier, c'était la mort qui rôdait dans ce quartier. Aujourd'hui, les premiers journaux parlent de paix. Les sourires sont réapparus sur les visages fatigués. L'enfer s'est arrêté, mais pour combien de temps? Et oui, c'est la grande question évidemment. Combien de temps ce cessez-le-feu va-t-il durer? Combien de temps les Syriens d'un côté, les miliciens chrétiens de l'autre, toujours face à face, on l'a vu dans ce reportage de Daniel Bilalian. Combien de temps vont-ils garder leur sang-froid en dépit des francs-tireurs et des incidents toujours possibles? Pour Camille Chamoun, l'un des chefs conservateurs, c'est très clair. Tant que les Syriens seront au Liban, il n'y aura pas de paix vraiment possible. Il n'y aura qu'une trêve de quelques jours. Sans être si pessimiste sur l'avenir du cessez-le-feu, le président Giscard d'Estaing, qui revenait du Brésil ce matin, a expliqué que la France se réjouissait de l'arrêt des combats, mais qu'il fallait poursuivre les efforts pour trouver une solution à cette crise. Et ce cessez-le-feu fait suite, sans doute, à la décision, à la résolution prise, vous le savez, à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Mais l'attention internationale ne doit pas se détourner pour autant du sort du malheureux Liban. Nous pensons que tous ceux qui souhaitent pour le Liban une situation de paix et d'unité doivent unir leurs efforts pour rechercher de toute urgence une solution de fond au problème du Liban, afin que ce pays puisse enfin émerger des souffrances cruelles qui ont été les siennes au cours des dernières années et particulièrement dans les derniers jours. C'est pourquoi la France va poursuivre son action internationale en vue de rechercher une solution de fond au problème du Liban. Déclaration faite donc par le chef de l'État quelques minutes après sa descente d'avion qui le ramenait du Brésil ce matin à Orly. Le président de la République a terminé son voyage officiel de 4 jours au Brésil par Manaus, la capitale de l'Amazonie. Et à l'occasion de ce voyage retour, Air France vient de réaliser une première. Le Boeing 747 qui ramenait la suite présidentielle a réalisé en effet pour la première fois la liaison commerciale sans escale entre Manaus et Paris. D'habitude, l'avion s'arrête à Cayenne. Noël Copin, vous étiez dans cet avion la nuit dernière. Je ne vais pas vous demander vos impressions, mais plus sérieusement, nous allons essayer de faire un petit bilan de ce voyage du chef de l'État au Brésil. Tout d'abord, le fait que cette visite du président de la République se situe 15 jours avant des élections importantes pour le Brésil a posé quelques problèmes. Oui, si vous voulez, on s'était déjà posé la question avant, est-ce que le président de la République va apporter une caution au régime brésilien actuel? Et chacun avait déjà sa réponse avant le voyage. Depuis le voyage, il y a eu une phrase élogieuse de M. Giscard d'Estaing pour le président Geisel, le président actuel. Il y a eu l'audience accordée à son successeur, enfin disons à son dauphin, à celui qui a le plus de chances de l'emporter, oui. Le successeur désigné, le général Figueiredo. Et puis il y a eu des phrases dans les discours prononcés par le président de la République sur la tradition libérale du Brésil. Alors il n'en fallait pas plus pour qu'une partie de la presse brésilienne dise qu'effectivement il y avait caution. Les autorités brésiliennes, elles, étaient beaucoup plus discrètes, mais le laissaient quand même entendre en insistant beaucoup sur la communauté d'idées entre la France et le Brésil. Alors je crois que ce qui est vrai, c'est que le président de la République considère qu'il y a un aspect positif dans l'évolution actuelle du régime brésilien. Mais d'un autre côté, il l'a dit de la façon la plus formelle, il ne veut pas s'immiscer dans les affaires des autres pays et son voyage, a-t-il dit, n'a aucun rapport avec les élections brésiliennes. Bon alors l'économie, il y a beaucoup de projets. Oui, alors si vous voulez d'abord des chiffres, il y a 1,2 milliard. Ce 1,2 milliard, ce sont effectivement des projets franco-brésiliens. Et puis il y a 605 millions qui correspondent à des contrats précis qui sont signés. Il y a aussi, c'est intéressant, un accord de coopération technologique. Et puis il y a des perspectives qui sont offertes aux petites et moyennes entreprises, mais là il s'agit essentiellement de perspectives. Rien, nous l'avons déjà dit au cours du voyage, dans le domaine nucléaire. Alors la France arrivera-t-elle à rattraper le retard qu'elle a en particulier sur l'Allemagne? J'avouerai que quand on se promène dans les villes brésiliennes, on est très frappé par la présence de nombreuses Volkswagen et on voit très peu ou pas de voitures françaises. Il reste donc beaucoup à faire. Mais on peut dire, je crois, que ces difficultés et puis en même temps, par ailleurs, ces raisons d'espérer, ont incité le président de la République à insister de façon encore beaucoup plus forte que dans le passé sur son idée, qui est maintenant sans doute son idée maîtresse, amener la France à gagner dans la compétition internationale. Il l'a redit l'autre jour, la France a autant d'avenir qu'un pays neuf. À l'étranger encore, en quelques télégrammes, nouveau regain de tension en Iran avec des heurts aujourd'hui entre étudiants et forces de l'ordre dans plusieurs villes.
Les mouvements de grève perturbent la poste, les trains, les avions et les hôpitaux en Iran. Je vous rappelle que l'un des principaux opposants au Shah, l'ayatollah Khomeini, chef des musulmans chiites, a quitté l'Irak où il vivait en exil depuis 15 ans pour la France. La Grande-Bretagne dans le système monétaire européen en janvier prochain, c'est le journal anglais L'Observer qui l'affirme aujourd'hui, ajoutant même que le Premier ministre britannique James Callaghan et son grand argentier Denis Healey iront à Bonn et à Paris d'ici la fin du mois pour préparer cette opération. Le prix du pétrole brut, il va augmenter, a dit aujourd'hui le ministre koweïtien du pétrole, M. Sabah, président en même temps de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, et cela dans une interview à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Augmentation, et ce ne sera pas faible, a-t-il précisé. Je vous rappelle tout de même qu'en France, les nouveaux rabais sur les carburants, c'est-à-dire moins 9 centimes pour le litre d'essence et moins 10 centimes pour le super, pourront être accordés par les détaillants à partir de demain matin. Officielle depuis ce matin, l'abrogation du contrôle de la distribution du fuel oil domestique, décidé en décembre 1974. Cela avait été mis en place pour économiser l'énergie. Demain, vous verrez peut-être sur les murs de certaines usines et de certaines entreprises des affiches comme celle-ci. Il s'agit de la grande campagne d'adhésion du Parti socialiste lancée cet automne. Une campagne conçue pour les travailleurs sur les lieux de travail. Le Parti socialiste va mettre à contribution pour cela ses 1200 sections d'entreprise pour améliorer son implantation en milieu ouvrier. Évidemment, en revanche, cela ne va pas améliorer les rapports entre communistes et socialistes qui se trouveront en concurrence directe. François Mitterrand s'est défendu aujourd'hui de vouloir gêner le Parti communiste. Notre seul but, a-t-il affirmé, c'est d'abattre la forteresse capitaliste. Nous ne nous plaçons pas en adversaire du Parti communiste. Nous nous plaçons en adversaire des structures capitalistes qui dominent depuis si longtemps la société industrielle. Et comme nous sommes l'une des branches redevenue la principale du mouvement ouvrier, nous, Parti socialiste, nous entendons y tenir notre place, justifier notre histoire, ainsi que notre mission. Le Parti socialiste avait également réuni aujourd'hui à Limoges les états généraux des communes rurales. À cette occasion, les socialistes ont demandé une transformation profonde des institutions locales par l'application d'une vraie décentralisation. Déclaration de Gaston Plissonnier du Parti communiste à Chambéry aujourd'hui. Le Parti socialiste a abandonné le programme commun de la gauche pour le programme des partis socialistes d'Europe. Au Conseil politique du CDS, réuni ce week-end, André Diligent, le secrétaire général, a rappelé l'identité de son mouvement au sein de l'UDF. Nous ne voulons pas d'une OPA, d'une offre publique d'achat de l'UDF sur le CDS, ni l'inverse. Et puis évoquant les élections européennes, il a reconnu qu'un complet brouillard recouvre encore la future liste des candidats UDF. Dans le domaine social, avertissement remarqué du directeur général de la SNCF, M. Paul Gentil, et cela vis-à-vis des syndicats. Les grèves font peser une menace grave sur l'avenir des chemins de fer face à leurs concurrents. Lorsque les syndicats disent qu'ils ont fait reculer le pouvoir sur la direction de la SNCF, dit M. Gentil, en fait, ils ont fait à court terme reculer le trafic et les effectifs du personnel. Une interview qui a été recueillie par l'AFP. Et puis, début de semaine très importante pour la sidérurgie. Les députés vont examiner en effet demain et après-demain les propositions du gouvernement, le fameux plan acier. Mais en fait, Pierre-Marie Thiaville, il est fort probable que ce débat va dépasser les clivages traditionnels à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Oui, en effet, ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition, parce que tous les députés du Palais Bourbon vont avoir en tête deux points fondamentaux qui sont des évidences qui n'ont pas de rapport directement avec la politique politicienne. Ces deux points, c'est premièrement, la sidérurgie est une industrie vitale pour le pays. Deuxièmement, la sidérurgie française est en faillite. Voilà, si elle est en faillite, il y a quand même des remèdes. Oui, justement. Alors ce remède, c'est justement ce que le gouvernement voudrait faire adopter par l'Assemblée nationale. Et ce remède, il ne faut pas se le cacher, c'est un remède de cheval. Il est en deux volets. D'abord sur le plan financier, à travers diverses modalités, les dettes, les énormes dettes de la sidérurgie, quelque chose comme 38 milliards, lourds bien entendu, seront transformés en actions, en prêts participatifs. Pour parler simple, en fait, les plus gros créanciers de la sidérurgie, c'est-à-dire l'État et les banques, vont devenir les patrons de fait. Et puis, le deuxième volet, c'est le plan industriel. Alors, restructuration, rapprochement, regroupement autour des grands pôles, Cher-Châtillon, Usinor, Sacilor.
Dans la pratique, bien sûr, ça signifie une meilleure rentabilité à terme, mais aussi des fermetures d'établissements et puis des suppressions massives d'emplois. On parle de 16 000 à 20 000 d'ici à avril 79. Alors bien sûr, pour les députés, il y a deux mots qui vont ressortir de tout cela, une chance et un drame. Une chance pour c'est peut-être la dernière chance pour les entreprises sidérurgiques françaises de sortir de cette faillite, mais c'est un drame parce qu'on ne licencie pas impunément 20 000 personnes dans des régions comme le Nord et l'Est qui sont déjà traumatisées par le chômage, et ça, tous les députés de la majorité comme de l'opposition l'auront en tête demain. Donc débat demain à partir de demain donc à l'Assemblée nationale sur ce plan sidérurgie. Au chapitre médecine, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les soins médicaux pour les femmes enceintes pendant la période de 4 mois avant la date présumée de l'accouchement, eh bien ces soins sont gratuits. Gratuits également les soins pour les nouveau-nés hospitalisés durant les 30 premiers jours suivant la naissance. Le décret est paru aujourd'hui au journal officiel. Les Japonais viennent de mettre au point un pancréas artificiel portatif. C'est un appareil qui est muni d'un ordinateur et qui permet de régulariser les injections d'insuline nécessaires aux grands diabétiques. Une invention qui pourrait intéresser les 100 millions de personnes atteintes de par le monde par le diabète. Enfin, sachez qu'un Américain de 43 ans vient de subir 3 greffes du cœur successives, dont les 2 dernières cette semaine, à 4 jours d'intervalle. Il est dans un état satisfaisant, ont dit les médecins qui l'ont opéré à Stanford, en Californie, et il a de bonnes chances de survivre pendant longtemps. Page littéraire maintenant, dans ce journal. Dans quelques mois paraîtront les mémoires très attendues du comte de Paris, le prétendant au trône de France. Vous pourrez voir d'ailleurs à cette occasion une série d'émissions réalisées par Marcel Julien. Mais aujourd'hui, en avant-garde, en quelque sorte, c'est sa femme, la comtesse de Paris, qui vient de publier chez Lafon le premier tome de ses souvenirs, avec un joli titre, « Tous mes bonheurs ». Tous mes bonheurs. Tous sont mes bonheurs. Vous comprenez ce que j'ai voulu dire, j'espère. C'est l'occasion, en exclusivité pour Antenne 2, de faire un portrait de celle qui aurait pu être la reine de France. Et pour ce faire, Alain Gillot-Pétré est allé chez elle, à Eu, c'est près d'Eau, en Normandie. Isabelle d'Orléans, comtesse de Paris, née princesse d'Orléans et Bragance, mariée en 1931 à Henri de France, son cousin. Parmi leurs ascendants les plus proches, on ne trouve pas moins de 2 empereurs du Brésil et 4 rois, dont Louis-Philippe, mais aussi, en remontant le temps, Henri IV, Saint-Louis, Philippe-Auguste. La comtesse de Paris, femme du prétendant au trône de France, a eu 11 enfants et à ce jour 37 petits-enfants, les uns et les autres au centre de ses mémoires. Comme son mari, elle a connu l'exil jusqu'en 1950. Sa plus lourde épreuve imposée par une loi du 19e siècle au prince du sang. Curieusement, les malheurs que cette femme de caractère a pu connaître sont absents de son livre, car dans la famille d'Orléans, on glisse sur ses tristesses. Je glisse sur mes tristesses car il est inutile de s'appesantir sur des choses inéluctables. Chut, tais-toi mon bonhomme. Sur des choses inéluctables. Et il y a tellement de personnes plus malheureuses que moi. J'aime mieux m'occuper du malheur des autres que de mes malheurs à moi-même. On croit comprendre en lisant votre livre que vous avez fait passer vos devoirs de mère avant ceux de comtesse de Paris. Je me trompe? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je suis très fière de ma famille. Quand vous parlez de famille, vous parlez de famille ou de la maison de France? Ma famille représente la maison de France et la maison de France... ce n'est pas de ma faute, je suis dedans. Il faut bien que je la défende. Au fond, j'ai toute ma vie été comblée dans mes rêves. C'est merveilleux, vous savez. Devant ce château de vos ancêtres, est-ce qu'il vous arrive de penser à l'exil que vous avez connu? Oui. L'église était vraiment quelque chose de terrible. Je pouvais rentrer en France, mais le comte de Paris lui-même, à partir de 1926, était exilé. Il ne pouvait plus revenir en France. Et je trouvais ça horrible. Horrible parce que d'abord j'adore mon pays, et lui aussi, et de savoir qu'il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire, on est bloqué, nous avons tourné autour, nous avons été en Belgique, nous avons été tout autour de la France tout le temps, sans pouvoir y entrer. Je trouve ça affreux. Vraiment affreux. Madame, est-ce que vous vous sentez l'héritière des rois et des reines qui ont fait la France? Héritage de la royauté, non. Mais que mes aïeux comptent pour moi énormément.
Madame, la politique est absente de votre livre. Pourquoi? Je m'intéresse beaucoup à la politique de mon pays, mais le comte de Paris étant lui-même prétendant et passionné de politique, j'ai trouvé que c'était à lui d'en parler et non pas à moi. Mais pourquoi cet effacement de la femme? Est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec l'évolution des mœurs actuelles? Mais ce n'est pas un effacement, c'est peut-être une habileté de ma part. Je pense être plus utile lorsqu'on parle moins de moi. Et je pense pouvoir aider mon mari énormément sans me mettre en avant. Ça vous étonne? Si la France vivait en monarchie, madame, vous seriez reine. Que dire de cette espérance déçue? Ce n'est pas une espérance déçue parce que je ne pense pas que... D'abord, je n'aurais pas été reine, c'est mon mari qui aurait été roi, c'est déjà très différent. Et je ne suis pas déçue étant donné que je pense avoir fait, ainsi que lui, tout ce que nous devions faire pour notre pays. Ce n'est peut-être plus la destinée de la France d'avoir une monarchie, mais nous pouvons quand même aider notre pays sans être roi, sans qu'il y ait vraiment une monarchie. Alors, dans ces conditions, madame, quelle aura été votre plus grande ambition? Ah, ça, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'au fond, je ne pense pas être ambitieuse. Je ne vis pas au jour le jour, je prévois beaucoup, mais on peut prévoir sans être ambitieux. Et mon ambition, la plus grande ambition, c'est que mes enfants soient des enfants dont on puisse être fier. Ça, c'est peut-être ma plus grande ambition. Voilà, la comtesse de Paris sera l'invitée d'Aujourd'hui Madame, mardi prochain à 14 h sur Antenne 2, et cela pendant 1 heure. Rapidement, un rappel des principaux événements sportifs de la journée. En tennis d'abord, la finale de la Coupe Davis opposera les États-Unis qui ont battu la Suède à la Grande-Bretagne qui a battu l'Australie. En motocyclisme, le pilote français Michel Rougerie est tombé au cours du Grand Prix des Nations de Bologne. Il a voulu éviter un autre Français, Estrosi. Rougerie est dans un état comateux, il a un traumatisme crânien, mais ses jours ne sont pas en danger. Automobile, le Grand Prix du Canada, c'est parti depuis plus d'1 heure maintenant. François Janin, vous êtes en ligne. À mi-course, c'est-à-dire au 34e, à presque mi-course, au 34e des 70 tours du Grand Prix du Canada. Situation inchangée pour ce qui concerne l'homme de tête, c'est toujours Jean-Pierre Jarier sur sa Lotus, mais il a porté son avance à 26 secondes, c'est-à-dire qu'il a gagné presque 1 seconde par tour sur les pilotes qu'il suit. Il s'agit du Canadien, du Québécois, Gilles Villeneuve sur Ferrari, de Scheckter sur Wolf, de Reutemann sur Ferrari, puis viennent Patrese, Jones, Daly, Pironi est 9e, Tambay 10e et Depailler 14e. Jarier donc pour l'instant, pour lui, tout va bien. Ce qu'il faut, c'est qu'il ménage ses pneus, qu'il ménage ses freins. Le circuit de Montréal est très sélectif à cet égard. Et comme son directeur de course, Colin Chapman, lui a donné quartier libre et pour cause, puisque Mario Andretti a déjà été doublé précisément par Jean-Pierre Jarier, eh bien il a la possibilité de remporter enfin son premier Grand Prix dans sa carrière. On peut rappeler d'ailleurs que Jean-Pierre Jarier a plusieurs fois, notamment sur Shadow, failli gagner des Grands Prix, notamment au Brésil, et qu'à chaque fois il a été arrêté sur un incident mécanique. Bien entendu, on ne lui souhaite pas, et en tout cas il fait aujourd'hui, comme d'ailleurs il y a une semaine à Watkins Glen, une extraordinaire démonstration de ses qualités. Tout le monde est conquis ici, à Montréal, et bien sûr les Canadiens sont un peu partagés, les Québécois sont partagés, puisque juste derrière Jean-Pierre Jarier, il y a leur idole locale, le Québécois Gilles Villeneuve. En tout cas, pour l'instant, 26 secondes d'avance à mi-course pour Jean-Pierre Jarier sur sa Lotus. Ici Montréal, Grand Prix du Canada. Résultat de ce Grand Prix du Canada dans le dernier journal avec Pierre Alain. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Longchamp, la 3e course. C'est Marson le 8 qui a gagné devant Marlion le 4 et Chérubin le 5. 8, 4, 5 pour ce tiercé, avec des rapports dans l'ordre pour 5 francs, 3591 francs et 429 francs 50 dans un ordre différent. Et puis sur la scène, il y avait à Paris une course spectaculaire, les 6 heures de Paris motonautique. Henri Bodiguel. Ils étaient 55 bateaux au pied de la Tour Eiffel pour prendre ce matin le départ des 6 heures motonautiques. 55 bateaux parmi lesquels les plus sophistiqués, la catégorie OZ, à l'intérieur de laquelle tout ou presque est autorisé. 55 bateaux, tous des catamarans qui ont la particularité de naviguer sur 2 patins très fins dès l'instant que l'engin a pris de la vitesse. On notera au passage que la totalité des bateaux sont construits en bois, et ce pour éviter les vibrations à l'avant de la coque. Autre avantage, la résistance du bois est plus grande, une explication qui prend tout son sens quand on sait que les plus rapides atteignent 200 à l'heure dans les bouts droits. Alors que les Britanniques Perceval et Sutter avaient dominé pendant 4 heures, c'est finalement l'équipage anglo-américain, déjà vainqueur l'an dernier, Bob Spaulding et Mike Siebold, qui l'ont emporté devant
Molinari, Italie et Moser, USA. À l'issue de ces 6 heures de Paris, une vingtaine de péniches ont défilé sur la Seine afin de protester contre la décision du Conseil de Paris de mettre un terme au stationnement des 80 bateaux logements qui sont actuellement ancrés le long des berges. Sans péniche, Paris pleurniche, disaient certaines banderoles. Les manifestants sont prêts à payer une taxe de stationnement pour rester dans la capitale. Pour terminer ce journal, une page spectacle maintenant avec Georges Bégou. Vous avez pris l'habitude, Georges, de sortir pour nous. Vous hantez les théâtres, les cinémas et maintenant vous vous mettez à hanter les boîtes de nuit et les discos en particulier. Pour quelle raison ? En tout bien, tout honneur, pour faire un peu de sociologie souriante. Parce que, vous voyez, en Amérique, il s'est passé un phénomène de société qui a donné lieu à 2 films comme La fièvre du samedi soir et comme Grise. Et en France, c'est exactement le contraire. C'est Travolta qui a provoqué l'engouement des jeunes. Et ils sont maintenant, tous les vendredis, samedi soir, quelques centaines de milliers à danser dans les boîtes et à se prendre pour Travolta. Alors, moi, je suis allé avec Christian Héroux, le caméraman, au Chalet du Lac, à Saint-Mandé, qui est une grande boîte, et là, j'ai rencontré un de ces garçons, qui s'appelle Dominique Marais, qui a 23 ans, qui est huissier à la Cour des comptes, et qui, tous les vendredis et samedis, se prend pour Travolta. Il participe à des concours, il y en a partout, il y en a au Rex, il y en a au Mimi-Pinson, il y en a dans toute la France, des concours de disco. Et alors, avec la complicité du monteur, Bernard Lascaz, nous avons voulu lui réaliser le rêve de sa vie et le faire vivre côte à côte avec Travolta. Et vous allez voir, ça a donné ce petit reportage clin d'œil sur sa vie. You ain't gonna see me for just Tuco. You're kicking in for food don't mean you don't gotta eat. You still gotta eat. I got my shirt on, right? Nope. So, let's go. Every day is the same thing. I come home, you tell me I'm late for dinner, and you know that I gotta work till 6 o'clock and I can't make dinner in time. You should have been a priest like your brother. You wouldn't worry about a job. You're so jealous of Frank Jr. Oh, shut up, will you? Hey, where are you? Hey, the shirt, wash the shirt, stupid. Oh, basta! All right, come on. Ah, ça suffit, t'en as déjà trop pris. Ah, après tout, décolle si tu veux, ça te regarde. Exactement. C'est joli, ça. On les applaudit, ils sont fantastiques.
Un candidat sérieux pour notre finale. We'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at the seams, but the summer Dominique Marais, en fait, vous êtes plus huissier ou plus Travolta? C'est-à-dire que je suis autant sérieux dans mon travail et sur une piste de danse, c'est pas la même chose. Oui, mais j'ai remarqué que vous dansiez tout le temps, même à la Cour des comptes, comme ça, dans les couloirs, vous marchez toujours sur un rythme. Hein, ah oui, j'ai toujours le rythme dans la peau, dans la tête. Il faut qu'il y ait de la musique, il faut que j'entende la musique surtout. Est-ce que vous avez appris à danser ou c'est d'instinct comme ça? C'est-à-dire que j'ai fait 2 ans de danse classique, 5 ans de danse moderne, et maintenant c'est l'instinct. Dites-moi, ce soir, vous avez peut-être fait un pas vers la célébrité. Est-ce que c'est votre ambition de devenir une vedette? Dans un sens, oui. J'ai toujours rêvé de pouvoir percer dans la danse. Dans la danse et surtout pouvoir me montrer. Oui, parce que le disco, ça vous aide à vivre dans ce sens-là, mieux que le rock, par exemple. Non, c'est-à-dire que je danse aussi bien le rock que le disco. C'est-à-dire que le disco, ça permet de se montrer seul, surtout. Et vous répétez tout ça? Vous travaillez la semaine? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas comme Travolta dans le film? Non, non, j'ai 3 jours par semaine et ces 3 jours, je n'arrête pas de danser. Et c'est improvisé ce qu'on voit faire dans le reportage, là où c'est... Ah non, non, c'est naturel. C'est comme ça? Bien. Merci Dominique Marais. Bien, pendant le déroulement de ce journal, on va se retourner vers le coin de Daniel Grand-Clément pour savoir s'il est tombé des télégrammes. Oui, une alerte à la bombe. Le théâtre de l'Empire, où se déroule actuellement le festival cinématographique de Paris, a été évacué juste avant 20h. Madame Raymond Barre et l'ambassadeur de Hongrie présidaient cette séance. Ils ont donc dû sortir. Le coup de téléphone qui prévenait les organisateurs émanait du comité d'action contre la censure politique des films étrangers. Mais je crois que la séance a pu reprendre maintenant. Bien, merci Daniel Grand-Clément. Moi, j'ai une précision à vous apporter à propos de la baisse de l'essence dont je vous ai parlé au début de ce journal. J'ai bien dit que demain, la baisse serait possible. 9 centimes sur l'essence ordinaire et 10 centimes sur le super. Baisse possible. Il est plus que probable que cette baisse ne sera pas chez tous les détaillants, mais au contraire simplement dans certaines grandes surfaces. Voilà, il fallait apporter cette précision. Il me reste la météo à vous donner pour demain. Eh bien, il y aura des brouillards le matin sur l'Aquitaine, le centre, le nord-est, et le beau temps quand même va persister sur l'ensemble du pays. Des nuages dans la journée sur les régions atlantiques, à l'ouest du bassin parisien, temps toujours ensoleillé donc dans l'ensemble. C'est Pierre Alain qui vous présentera la dernière édition du journal vers 23h. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie de votre attention pour toutes ces éditions du week-end préparées en particulier par Betty Durand.